Session de l'après-midi de notre journée sur les surcotes marines. Je me présente, je m'appelle Luc Ham et je travaille pour la société d'ingénierie Artelia. Donc cet après-midi est consacré à la modélisation et il y a une petite modification du programme puisque, comme ça a été annoncé ce matin, Xavier Bertin ne pourra pas venir faire sa présentation. Donc nous aurons trois présentations qui vont nous amener donc jusqu'à 15h30 où il y aura donc la pause. Donc nous allons commencer par la première présentation sur le projet homonyme. Et donc je laisse la parole à Madame Pasquet. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais vous présenter les performances et les évolutions du modèle ICOM de prévision des surcotes qui a été mis en opérationnel dans le dispositif Vigilance Vague Submersion dans le cadre du projet homonyme. Donc c'est le projet homonyme pour historique, observation, modélisation des niveaux marins est un projet qui a été créé en réponse à une action PSR pour l'amélioration de l'anticipation des submersions marines. Et c'est un projet en collaboration entre Météo France et le CHOM sous maîtrise d'ouvrage de la Direction générale de la prévention des risques. Donc ce projet s'articule autour de trois objectifs principaux qui sont l'amélioration de la modélisation de l'aléa marin, donc des niveaux d'eau et des vagues, l'amélioration des capacités d'observation, notamment avec la densification du réseau marégraphique sur les côtes françaises, et l'amélioration des modèles bathymétriques, donc la fourniture de nouveaux modèles numériques de terrain, de façon à justement pouvoir permettre l'amélioration de la modélisation. Donc aujourd'hui, j'ai surtout insisté sur le volet modélisation. Donc ce volet s'articule autour de trois tâches structurantes. La modélisation, enfin la recherche et le développement en modélisation hydrodynamique, en modélisation des états de mer, et la capitalisation opérationnelle de cette recherche dans le dispositif VVS de Météo France. Le projet s'étend sur deux phases. La première phase était de 3 ans et s'est terminée en 2015. Et on a pu, lors de cette phase, mettre des configurations du modèle ICOM barotrope de prévision de la surcote et du modèle WaveWatch pour la prévision des états de mer avec une résolution côtière de 200 mètres. Sur les façades métropolitaines, donc façade Atlantique-Manche et puis façade méditerranéenne. Et on est fin 2015 à la troisième montée de niveau pour le modèle ICOM et deuxième montée de niveau pour le modèle WaveWatch. La seconde phase du projet vient de commencer, elle va s'étaler sur un peu plus de 3 ans. Donc dans cette phase-là, on va mettre en place un système de prévision opérationnelle similaire sur l'outre-mer, ainsi qu'une capacité de modélisation à très haute résolution. Donc, avant de présenter les configurations opérationnelles, je vais juste faire un bref petit rappel sur les surcotes. Bon, Déborah en a déjà bien parlé ce matin. Donc, juste pour que ce soit clair, la surcote modélisée, donc dans ICOM et en général pour les modèles, est définie par donc, le niveau d'eau d'une simulation qui a la marée, les effets de pression atmosphérique et les effets de vent, à laquelle on retire le niveau d'eau d'une simulation où on a juste la marée, et on obtient ainsi une surcote. Donc là, à droite ici, vous avez la surcote au pic de tempête Xynthia. Donc on voit au niveau des pertuis ici une surcote qui a dépassé les 1,50 m et qui est relativement bien représentée dans le modèle. Donc je vais vous présenter les deux configurations ICOM, l'une en Atlantique et l'autre en Méditerranée. Je vais commencer par la configuration en Méditerranée.
Donc l'un des défis auxquels on a dû faire face, c'est que normalement ICOM est un modèle qui utilisait des grilles uniformes. Or l'exigence de la DGPR a été un modèle de prévision avec une résolution kilométrique. Donc une résolution kilométrique sur un domaine très étendu qui va jusqu'à 62 nord de façon à bien capter les ondes de tempête. Et puis donc en Méditerranée également, on doit prendre l'ensemble du bassin. Ça a nécessité donc d'adapter le code ICOM aux grilles curvilignes. Donc en Méditerranée, on a opté, donc en Atlantique aussi, on a opté pour une grille bipolaire. Donc on peut voir ici, vous avez le premier pôle ici au niveau de Gibraltar, où on a une résolution inférieure à 700 mètres. Et on a une résolution de 1,5 km à peu près homogène sur les côtes françaises. Donc on a choisi cette stratégie de résolution à Gibraltar parce qu'on avait besoin d'avoir suffisamment de résolution pour avoir les flux de masse d'eau corrects. Et on a aussi été obligé de conserver l'ensemble du bassin méditerranéen, y compris Gibraltar, pour bien représenter les oscillations de bassin. Donc c'est une configuration qui est basée sur le modèle numérique de terrain à 500 mètres qui a été produit par le CHOM dans le cadre du projet homonyme. Dans le cas de la Méditerranée, en fait, on s'est rendu compte après différents tests que l'influence de la marée et de la friction de fond sur la surcote restait négligeable et ne justifiait pas de faire le second run dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la simulation avec la marée seule. Donc dans le cas de la configuration Méditerranée, on a une configuration qui tourne sans marée. Donc on a juste les effets de pression et les effets du vent. Enfin, le stress de paramétrisation du vent a été choisi selon la formulation de Charnock avec un paramètre constant. Donc pour la Méditerranée, ce qui a été vraiment critique, ça a été donc d'étendre le domaine à l'ensemble de la Méditerranée et d'avoir la résolution à Gibraltar. La configuration d'Atlantique, c'est un petit peu différent parce que là, on a quand même des forts marnages, de fortes vitesses de marée, de courant de marée, pardon. Donc dans ce cas-là, on a opté pour une friction de fond qui était spatialement variable, qui était un critère déterminant pour bien représenter la marée. Et donc on a forcé la marée dans le modèle, c'est la marée NEA 2011 du Lagos, de Florent Hégard. On a un stress de vent qui est également paramétré selon la formulation de Charnock. Et bien sûr, on est basé sur le modèle numérique de terrain à 500 mètres qui a également été fourni par le CHOM dans le cadre du projet. Donc là, on a encore une grille curviligne. Là, on ne voit pas le second pôle, en fait, il n'est pas dans le domaine. On voit qu'on a un domaine assez étendu qui va jusqu'à 62 nord, qui permet de bien capter les ondes de tempête au nord. Et le pôle qui est situé sur la France ici permet d'atteindre des résolutions dans le golfe normand-breton légèrement en dessous de 500 mètres. Et les moins, entre guillemets, les moins bonnes résolutions dans le sud de la France, ici, avec un tout petit peu moins de 2 km de résolution. Donc dans le cas de l'Atlantique, ce qui a été vraiment déterminant, ça a été une bonne marée, donc une bonne carte de friction de fond spatialement adaptée à la configuration, et bien sûr l'étendue du domaine jusqu'à 62 degrés nord. Donc les performances des deux configurations dans la VVS ont été estimées sur un banc test qui a été défini par Météo France, par la cellule Prévimar, sur 22 tempêtes d'intérêt depuis 1998, donc qui inclut Xynthia, Klaus, Johanna, les tempêtes Lothar et Martin. On a aussi fait des statistiques sur un an de simulation et on a rajouté en cours de projet l'hiver 2013-2014 et les nombreuses tempêtes d'intérêt qui sont survenues à ce moment-là. Donc à chaque fois, on a fait des statistiques et on a comparé les sorties du modèle au réseau marégraphique RONIM. Et on a calculé donc des indicateurs, alors il y en a énormément, là j'en ai mis que quelques-uns qui me semblaient les plus parlants. Donc on a par exemple estimé l'erreur du modèle avec une erreur quadratique moyenne aux pleines mers de 15 cm pour l'Atlantique, avec un déphasage autour de 16 minutes. Et enfin, en ce qui concerne les surcotes, on a une erreur quadratique moyenne sur les surcotes de 8 cm dans les deux configurations, et une erreur sur les pics, donc là ça a été fait sur les 22 tempêtes, de moins 10 cm en Atlantique et de moins 9 cm en Méditerranée. Donc j'attire juste votre attention sur le fait que quand on regarde ces erreurs, elles sont dues d'une part à la paramétrisation du modèle, c'est-à-dire le choix de la friction de fond qu'on va faire, le choix de la marée qu'on va y mettre, le choix de la bathymétrie, mais on a aussi donc, les erreurs qui sont inhérentes au forçage météorologique
Et il faut bien comprendre aussi qu'on ne représente pas les états de mer dans ce modèle pour l'instant, et que c'est un modèle au formalisme 2D. Donc il y a énormément de processus 3D qu'on ne représente pas. Donc, par exemple, en Méditerranée, on s'est aperçu qu'il existait quelques biais qui ont tendance à être saisonniers. Donc les prévisionnistes de Météo France sont au courant et normalement ils rehaussent les courbes pour faire leurs prévisions au mieux. Donc ce sont des choses qui sont connues et finalement on se rend compte que le modèle se débrouille plutôt bien. Donc j'ai mis ici deux courbes, l'une sur la tempête de novembre 2007 à Dunkerque et la deuxième au Havre en mars 2008. Donc on se rend compte que voilà, le modèle est plutôt pas mal. Donc je vais m'écarter un petit peu du sujet prévision opérationnelle. Et puis donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a pu faire comme travail en recherche et développement. J'ai dit que la friction de fond était un critère essentiel pour les configurations en Atlantique. Le problème, c'est que cette friction de fond, elle est spatialement variable et adaptée à la dissipation et à la configuration du modèle. Donc à chaque fois qu'on change la bathymétrie, à chaque fois qu'on va changer la grille, on va se retrouver avec des scores de marée différents, en général moins bons. Et donc le but, ça va être à chaque fois d'adapter la friction de fond. Donc ça, on l'a fait une fois à la main. Et on s'est dit, bon, quand même, on va développer un outil qui permette de le faire de façon un petit peu plus automatique. Et donc pour ça, on a pensé à l'assimilation. Donc cette assimilation, dans cet outil, on a utilisé les prédictions de marée comme observation. Donc c'est en ça que l'expertise du CHOM en matière de reconstruction, de prédiction de marée et de base de données de l'ensemble des marégraphes est un pilier de la méthode. Donc après, il a fallu choisir une métrique pour l'outil, c'est-à-dire en gros l'erreur qu'on va minimiser. Donc on pourrait minimiser le déphasage, l'erreur en amplitude, ou encore le biais. Nous, on a décidé de minimiser l'erreur en amplitude, en déterminant une fonction coût comme étant la somme des écarts types des erreurs aux pleines mers et aux basses mers. Et enfin, il a fallu décider d'une méthode de minimisation de la fonction coût. Donc pour ça, on a d'abord tenté des approches assez standards comme les approches variationnelles, qui étaient extrêmement coûteuses en temps, en espace de stockage, et qui étaient vraiment très peu adaptées aux longueurs de simulation nécessaires, qui devraient couvrir plusieurs cycles vifs ou mortaux. Donc du coup, on s'est plutôt rabattu sur une approche dite stochastique, qui consiste finalement à approcher le gradient de la fonction coût par tirage aléatoire. Donc le but ici, c'est pas de rentrer trop dans les détails sur cette méthode stochastique. Elle a été présentée par Martial Boutet, je pense que c'était l'an dernier ou l'année d'avant aux Journées REFMAR. Durant sa thèse, il a travaillé sur l'estimation de la friction de fond dans un modèle barotrope par cette approche. Donc je vous renvoie à sa thèse et également aux deux articles que j'ai mis dans ce PowerPoint pour plus de détails techniques. Donc ce qu'il faut savoir là, je vais illustrer cette méthode avec une petite vidéo après, donc une vidéo de l'expérience. Donc dans cette expérience, on va faire l'estimation, donc finalement on va perturber non pas la friction de fond mais la longueur de rugosité. On va le faire en certains points du domaine qui s'appelle point de colocation, qu'on appelle point de colocation. Et on va ensuite utiliser l'estimation de la longueur de rugosité qu'on a obtenue pour recalculer la friction de fond en ces points de colocation et l'interpoler ensuite sur l'ensemble du domaine. Donc on obtient une carte de friction de fond qu'on va utiliser dans le modèle, on va faire tourner le modèle en marée pendant 6 mois et on va obtenir des écarts types aux pleines mers et aux basses mers par rapport à un réseau de 200 marégraphes, à peu près sur les côtes françaises. Donc ça va nous permettre de calculer une fonction coût qui va, au fil des itérations, se réduire. Juste une petite remarque sur les points de colocation. En fait, plus on les raffine, c'est-à-dire plus la simulation est faite à de nombreux points dans la grille, plus on va chercher les fines échelles dans la carte de friction qu'on obtient. Mais ça demande, augmenter le nombre de points de colocation va induire une convergence nettement plus lente. Voilà une petite illustration. On part avec 5 points de colocation. Et on voit la fonction coût à droite qui est grandement réduite, qui passe de 56 à 46. C'est en centimètres. À la 50e itération, on décide d'aller chercher les plus fines échelles. Donc là, on va augmenter le réseau de points de colocation. Et on va continuer donc à réduire la fonction coût, mais de façon un petit peu plus lente. Alors, dans la 100e itération, on a eu un gain à peu près de 20%.
avec une erreur qui a diminué de donc à peu près 3 à 4 cm si on considère un écart type sur les pleines mers par exemple de 15-16 cm. Donc c'est une méthode qui marche plutôt bien. Alors elle est encore perfectible, on peut notamment essayer d'un petit peu mieux gérer la distribution des points de colocation, que ce soit un petit peu plus physique. On peut également définir une fonction coût qui va aussi prendre en compte les erreurs en phase. Et puis bon, ce serait bien aussi de rajouter des prédictions de marée, donc densifier le réseau de marée graphique qu'on utilise au-delà de 51 degrés nord pour avoir une bonne représentation de la friction de fond en mer du Nord. Donc ça c'était pour le premier axe de développement. Je vais ensuite présenter le second, donc là c'est de la modélisation de très haute résolution, c'est un second axe de recherche. Donc c'est de la modélisation de très haute résolution sur zone à enjeu. Donc là en fait, ce que vous voyez, le petit film que vous voyez ici, c'est des simulations de marée ICOM avec des zooms emboîtés et une descente d'échelle qui permet d'obtenir 30 mètres de résolution sur les pertuis charentais. Donc bon, là c'est la simulation Xynthia, mais c'est la hauteur totale. Donc cette expérience a été possible grâce à la fourniture de modèles numériques de terrain dans le cadre du projet homonyme, qui descendent de 500 mètres à 20 mètres sur les pertuis charentais. Donc oui, j'oublie juste de dire que cette imbrication est faite avec le coupleur Oasis, qui est basé sur la librairie MCT, et que ICOM, donc il a été implémenté dans ICOM en 2D et également en 3D depuis peu de temps. Donc l'intérêt de cette imbrication, en fait, c'est d'arriver à un niveau de zoom de 30 mètres sur les pertuis, et de pouvoir coupler le dernier niveau de zoom avec le modèle de vague pour obtenir le wave setup dans la surcote. Donc pour ça, on a ajouté à l'expérience précédente donc un couplage entre les deux modèles. Donc là, on va avoir la troisième. Voilà, là, donc on a la première zone qui va forcer la seconde zone ICOM qui va forcer la troisième, bien sûr, et la troisième qui va forcer la quatrième. Par contre, ce qu'on va avoir en plus, c'est que ICOM, la troisième zone ICOM va forcer en niveau, donc en niveau d'eau et en courant, le modèle WaveWatch, et WaveWatch en retour va forcer la quatrième zone ICOM en lui fournissant notamment le Wave Setup. Donc on a utilisé cette configuration emboîtée et couplée pour rejouer la tempête Xynthia. Et on a donc déterminé un effet des états de mer, donc du Wave Setup, de 6 cm à La Rochelle. Ça montre que ça fonctionne bien, mais ça montre aussi qu'il est nécessaire de faire donc plus de rejeux, notamment sur les tempêtes Johanna ou sur les tempêtes Joachim, ou sur l'hiver 2013-2014. Mais là, ça va nécessiter également de localiser d'autres zooms plutôt vers la zone iroise ou en Manche. Voilà, donc la phase 2 du projet vient de commencer. Donc durant cette phase 2, on va continuer et approfondir les travaux sur la modélisation très haute résolution sur les zones à enjeu. Donc on va déjà définir quelles sont les zones à enjeu. Ensuite, donc on va normalement s'atteler à des études de débordement, qui sont la continuité logique du travail qu'on fait en ce moment. Et on va également faire des études d'interfaçage entre ICOM et les modèles estuariens. Donc en parallèle, on va continuer à fournir un travail de montée de niveau sur les configurations qui sont déjà mises en opérationnel. En Atlantique, on devrait normalement fournir une nouvelle grille qui aura une résolution un petit peu plus homogène, et on va essayer de tendre vers 500 mètres, au moins sur les zones à risque. Dans cette configuration, on aura bien évidemment la friction de fond qui a été produite par optimisation stochastique, la possibilité d'imbriquer des zooms, et enfin la gestion des découvrants qui pour l'instant n'était pas implémentée. Enfin, dans le système opérationnel, à terme, on aura un couplage entre les deux modèles ICOM et WaveWatch 3. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on va également développer un système de prévision opérationnelle sur l'outre-mer qui couvrira notamment les zones océan Indien, donc la partie sud-ouest, et les Antilles et la Guyane. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention.